conflits familiaux. Ça fait mal, parce qu'en fait, t'as une famille qui se déchire, sur des dossiers en plus un peu importants, et là, t'es entre les deux, quoi. Faut prendre parti, c'est pas facile. L'enjeu, c'est de leur montrer le ROI. C'est de montrer le retour sur investissement. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas ce que ça coûte qu'il faut regarder, c'est ce que ça rapporte. Alors pour ça, on va fonctionner de plusieurs manières. Comme tu le dis, on n'est pas encore mature, la France, sur ces sujets-là. Et donc, il y a du temps de gagner. Ce temps-là, en fait, c'est là où c'est, selon moi, génial, extraordinaire. C'est que le champ des possibles, il est énorme. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien pour une nouvelle masterclass aujourd'hui où j'accueille Emilien Clochard qui vient d'un cabinet qui s'appelle Baker Tilly. Tenez-vous bien, 2200 collaborateurs, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Emilien, il a fait ses armes dans ce seul et unique cabinet, mais il a commencé en bas de l'échelle pour arriver aujourd'hui directeur général de Baker Tilly Digital. Dans cet épisode, on va parler de management, offre, proposition de valeur, communication, commerce. Je vous garantis que vous allez avoir un programme qui va vous en dire long, à la fois sur la culture d'entreprise, mais aussi sur la vision du marché de l'expertise comptable. Donc, eh bien, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut Emilien. Salut Nicolas. Très heureux de t'accueillir pour ce nouvel épisode où je sens la masterclass arriver. Emilien, ça fait quasiment 17 ans que tu bosses dans ce cabinet Baker Tilly. Ouais. J'aurais une question à te poser avant de pouvoir rentrer dans le cœur de l'épisode. Pour quelle raison as-tu voulu devenir expert comptable ? Super question. J'ai la chance d'avoir un papa qui était expert comptable également. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants. Je suis le dernier. Mes frères et sœurs, ils ont fait complètement autre chose. Et moi, j'ai été piqué par la mouche du conseil. J'insiste bien, du conseil, en fait, en 3e, dans un stage que j'ai fait à la CCI. Avec un consultant calé dans les entreprises pour voir comment ils bossaient, pour les conseiller sur leur organisation, sur leur façon de faire et leur gestion. Et là, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Puis j'ai interrogé un peu plus mon père sur ce qu'il faisait réellement et j'ai compris que c'était aussi ça, son taf et son job. Et là, voilà, dès la 3e, je me suis tout de suite dit, moi, je vais être expert comptable. Mais est-ce qu'à ce moment-là précis... comment ça se fait que tu as eu cette étincelle ? C'est lui qui te l'a donné ou alors c'est un peu le chemin que tu as vécu que tu étais petit à côté de ton papa qui t'a montré en fait, je sais pas, comme si que lui, à côté de ton père, parce que généralement on écoute souvent les personnes à côté que ceux de notre famille. Est-ce que c'est grâce à ce mec de la CCI que le déclic est venu ? Mais tu avais déjà un peu ce truc en toi. Je l'avais déjà un peu en moi parce que mon père disait toujours, je suis pas expert comptable, je suis expert conseil. Ok. Et je suis pas là pour faire de la compta, il y a des experts en comptabilité. Moi, je suis expert comptable pour faire en sorte que mes clients ils prennent des bonnes décisions. Donc, j'avais toujours ça au fond de moi. Et j'avais trois visions. Je voulais être soit expert comptable, déjà à l'époque, soit prof, parce que je voulais transmettre un savoir, soit chef d'entreprise. Comment ça se fait que... alors, excuse-moi, je rentre direct un peu dans ta partie personnelle, mais je trouve qu'il y a 17 ans en arrière, au moment... Alors, c'était pas il y a 17 ans que tu as fait ce stage et que tu avais cette vision du conseil, ou alors que lui qui disait qu'il était expert conseil. Pour quelle raison il avait cette intuition sur le marché ? Parce qu'à l'époque, quand même, l'expert comptable, entre guillemets, je dis bien, faire de la production, des liasses, bilan, compte de résultats, déclaration, ça, c'était... un job hyper noble, et c'était hyper obligatoire. Là, maintenant, on le voit un peu moins, et là, il y en a plein qui se disent « Ah bah, il faut faire du conseil ». Comment ça se fait que lui, il avait déjà cet ADN, selon toi ? Les rencontres. Il a fait des rencontres avec des clients assez exceptionnels, et il avait toujours en lui, c'est-à-dire que, c'est pas, une fois de plus, la compta n'est qu'un outil pour accompagner nos clients dans leur pilotage, dans la bonne prise de décision. Et lui, déjà, il fonctionnait comme ça. Donc, il était déjà un peu en avance sur son temps là-dessus. Et c'est un peu aussi l'ADN du cabinet chez nous aussi. Donc, tout ça, c'est hyper lié, quoi. Ok. Donc, tu vois ça et tu vas être diplômé d'expertise comptable en 2015. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Toi, tu as fait... alors, tu n'es pas passé par le DECF ou DESCF, tu as fait une MSTCF, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le cadre de tes études, à quoi ressemble déjà ton stage d'expertise comptable ? Et comment tu rentres vraiment dans ce monde-là ?
Le stage d'expertise comptable en tant que tel ou les études avant? Ouais, on va dire, prends-le comme tu veux ma question, elle n'était pas claire, mais vas-y, je te laisse y aller. Comme je savais ce que je voulais faire, les études, j'ai l'avantage, quand je rentre dedans, tout de suite c'est vachement plus facile. Quand tu sors quand même du lycée, que tu rentres IUT, GEA, MSTCF, facile parce que tu es dans ton élément. Ensuite, moi je voulais pas continuer les études, je me suis arrêté, en fait c'était MSTCF, mais c'était à transition avec les masters CCA. Donc j'ai un M1 CCA, j'aurais pu faire le M2, mais en fait je voulais travailler. Je voulais exercer, je voulais directement rentrer dedans, quoi. Et du coup, je suis rentré dedans, mais j'ai bien compris qu'il fallait quand même attendre pour m'inscrire au stage d'expertise comptable pour un peu emmagasiner, prendre un peu du contact client, un peu plus d'expertise et de prise de hauteur et de maturité, hein, faut le dire. Donc j'ai attendu quelques années, puis en plus j'avais loupé mon DESCF à 0,5 points près, donc j'ai dû repasser après le DSCG. Et donc j'ai attendu 2-3 ans, il me semble, je ne me souviens même plus, 2-3 ans, et après stage d'expertise comptable. Et là, le stage d'expertise comptable, c'était le stage d'expertise comptable. Okay. Le truc un peu obligatoire. Moi, je n'ai pas vécu ça comme quelque chose de grandiose, le stage d'expertise comptable, parce que, à mon sens, on nous préparait. Il manquait quelques sujets pour bien nous préparer à notre vrai travail, justement, de conseil, de posture commerciale. Hein. Pour moi, ce n'est pas un gros mot. De posture commerciale, de manager. De manager, clairement. Par contre, grande richesse de rencontres. Alors là, par contre, j'ai fait aussi des super rencontres dans le stage d'expertise comptable. C'est rigolo quand tu les revois au congrès la semaine dernière. Donc c'est cool, ça. Alors, là, tu me tends des perches. Cet épisode, on va aborder vraiment beaucoup de choses parce que chez Baker Tilly, il y a une grosse partie digitale sur laquelle toi, tu es le directeur aussi. On a tellement de sujets à raconter aussi avec l'intelligence artificielle, la mutation aussi du marché, à la fois avec des acteurs qui rentrent et qui viennent aussi disrupter le marché de la tenue, de la comptabilité, etc. Moi, je me permettrais de dire des choses, en tout cas de ce que je vois. Et du coup, il faut quand même que les cabinets puissent s'équiper pour faire face à toute cette mouvance à la fois concurrentielle, de marché, technologique. J'aurais 2 questions à te poser, Émilien. La première, c'est, selon toi, à l'instant T, quel doit être le véritable rôle de l'expert comptable? À quoi il doit ressembler, en fait? Parce qu'on a un espèce de fantasme où on se dit, tiens, la prod, et puis il y a tellement de choses, il y a tellement de sujets qui sont vastes. Selon toi, en tout cas, dans une version généraliste, après peut-être qu'on peut le spécialiser, tu vois, naturellement. C'est quoi ta vision là-dessus? Alors, parce que déjà, excuse-moi, parce que tu dis manager, commerce, et je trouve que c'est intéressant d'avoir déjà ces 2 lectures-là, tu vois, et c'est pas des gros mots. Non, et c'est pas des gros mots comme tu dis. Moi, je le vois vraiment comme le copilote. Tu vois, on parle beaucoup de copilote en IA, et j'aime bien ce côté, en fait, on passe de l'ère du personal computer au copilote, au CP. Moi, je vois l'expert comptable comme un copilote. Le copilote du chef d'entreprise, mais le copilote aussi du reste et des équipes. Donc, il doit être là, aux côtés du client, pour l'accompagner, copiloter avec lui la prise de décision, les points importants dans la vie d'une entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'il doit s'appuyer. Attention, c'est fini l'ère de l'expert comptable omniscient, omnipotent, et ainsi de suite. C'est un expert comptable qui est capable d'aller chercher les ressources nécessaires. Parler de spécialité, c'est lui qui va chercher les spécialistes qui va bien. C'est lui qui est capable d'embarquer une équipe qui va bien. Sur les problématiques de son client. C'est comme ça que je le vois. C'est ce copilote. Mais le copilote, il doit être capable aussi d'être proactif là-dessus. Et c'est là aussi où je pense qu'on doit encore monter une marche. La proactivité, c'est de dire au client, mais moi, j'ai décelé quelque chose chez toi qui nécessite qu'on le travaille. On va le travailler ensemble, mais avec nos équipes. Et c'est cette proactivité, alors on va utiliser le mot commerce, commercial, mais c'est du commerce pour répondre aux besoins de notre client. Il en a besoin. Et qui mieux que nous pour le faire? Qui mieux que nous pour déceler, tiens, il y a ça. Parce qu'on le connaît par cœur, notre client. Et il a confiance en nous. Ouais, c'est hyper intéressant d'aborder ce point-là. Et c'est vrai que la partie commerciale, c'est pas un gros mot. C'est dès lors que tu sens que tu as de la valeur à apporter à quelqu'un et qui va se dire, si je paye même 10 000 €, mais que j'en économise 60K, j'ai tout gagné en fait, en réalité. Et en gros, c'est pas grave de l'avoir payé 10 000 €. Au contraire, il m'a permis de faire quelque chose de différent. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc il y a quand même
je trouve que c'est assez intéressant de voir ces éléments en deux copilotes, version client et version team et équipe. Exactement. Et c'est vrai que dans l'industrie, et nous on le voit bien avec Counter, il y a aussi beaucoup de problématiques dans le recrutement, le manager, l'expérience collaborateur. Et donc je pense qu'avoir un expert comptable ou un manager de cabinet qui a ce bon vernis technique et qui va faire aussi grandir les équipes. C'est ça. D'ailleurs, ça me permet tout de suite de rebondir à ça. Toi, ça fait quasiment 17 ans que tu es chez Baker Tilly. Ouais. C'est, entre guillemets, ta seule expérience, en tout cas ta seule boîte. Ouais. Mais naturellement, à l'intérieur, tu as fait plein de choses. C'était quoi ton job avant, quand tu es rentré, et maintenant? Et comment ça se fait que tu es resté autant de temps dans cette boîte que j'imagine qu'elle t'a nourri, en fait? J'ai commencé en effet donc stage classique, stage d'MSTCF, stage de fin d'études. Ça s'est super bien passé et du coup à la sortie, j'ai écrit au responsable du bureau de Nantes parce que j'étais à Nantes pour dire ça s'est bien passé. Est-ce qu'on peut pas continuer l'histoire? Donc il m'a surtout dit, il m'a rappelé en me disant t'annules tous tes autres rendez-vous, on se rencontre, j'ai un projet pour toi. Le projet il était pas sur Nantes, il était juste à côté de Nantes, mais c'était super. Je suis rentré au bureau de Saint-Philbert-Grandlieu où c'était une équipe magique, mais vraiment magique. Petit bureau, on était 20, un peu plus de 20, mais sur les 20 qu'on était, là il y en a encore, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 à devenus associés depuis. Ok. Enfin, c'est un truc de fou, cette équipe-là. Et j'ai commencé classiquement, j'avais mon bac plus 4, bac plus 5 là, et j'ai commencé un peu à l'ancienne, à faire de la tenue ou autre. Très rapidement, prise de dossier. Très rapidement, donc chargé de mission à temps plein, plutôt TPE. Et puis, besoin de continuer à grandir, stage d'expertise, besoin de voir d'autres choses. Le cabinet, le bureau où on était, du coup, il n'y avait pas forcément de possibilité, moi, pour que je puisse prendre un peu plus de place sur des dossiers un peu plus importants. Et j'avais besoin d'avoir cette expérience-là. Donc, il y avait une opportunité à Angers, offre interne. J'ai vu l'offre, j'ai postulé en interne. Et du coup, direction Angers pour prendre pour le coup des PME. Tu dis ce terme, j'ai évolué très rapidement. Ouais. Tel poste. Puis après, je sentais que j'étais un peu bloqué, donc j'avais besoin de postuler quelque part d'autre pour évoluer. Comment as-tu réussi à gravir ces échelons aussi rapidement? C'était quoi les skills que tu as développés et que tu avais à cette époque, justement pour y arriver? Les skills, c'était j'ai osé. Et en plus, ça fait partie de nos valeurs chez nous, l'audace. Clairement, faut oser, faut pas avoir peur, faut essayer. Enfin, faut y aller, quoi. Faut taper dedans. À un moment donné, faut y aller. Curiosité, le collectif. Clairement, le collectif, ce travail d'équipe, mais la richesse d'échanger avec d'autres personnes qui ont d'autres façons de voir, d'autres façons de faire. Qui te nourrissent beaucoup, puis toi tu les nourris également. C'est clairement ça. Et puis, j'ai pas trop ma langue dans ma poche. Okay. Et quand il y a quelque chose qui me dérange ou je suis pas d'accord, je vais le dire, je vais l'argumenter, mais je vais le dire. Okay. Mais toujours de façon constructive. Enfin, j'essaye d'être toujours de façon constructive. Donc en fait, ça m'a plutôt aidé dans ma carrière. Hyper clair. Je fais l'impasse, en tout cas, de toute cette expérience, et j'aimerais me concentrer aussi sur ta fonction aujourd'hui, directeur général en charge du digital, tu vois, chez Baker Tilly. Comment tu arrives à ce moment-là? Qu'est-ce que dans ta carrière t'a permis d'arriver à cette fonction, et dans cette fonction et dans cette BU, qu'est-ce que vous faites justement? Parce qu'en discutant en off, j'ai trouvé que, en termes de à la fois vision business, mais aussi proposition de valeur dans l'écosystème, ça a beaucoup de valeur. Ouais. Alors, comment c'est arrivé? J'aime bien me définir comme un bon fainéant. Okay. J'aime bien. C'est quand on avait des dossiers, quand je suis arrivé sur Angers, j'ai un exemple assez prégnant. On avait une grosse structure, gros groupe dont on s'occupait. Donc j'ai intégré l'équipe qui s'occupait du gros groupe. On avait chacun des filiales qu'on gérait. Et puis, au moment de la finalisation des comptes, il y avait des calculs de primes avec intéressement, mais c'était que des calculs en dedans. Et il y en avait 3 ou 4 calculs en dedans. Et le chef de groupe qui s'occupait de ça à l'époque, il passait une journée à faire ça. Je lui ai dit, écoute, tu me donnes une journée, moi je prends la même journée que toi,
mais je t'automatise ça, parce qu'en fait, il faisait ça que par interpolation linéaire. Il faisait des tests, en fait. Ok. Alors, si je mets ce chiffre-là, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça refait? Je retombe sur mes petits ou pas? J'ai tout mis dans un classeur Excel, j'ai automatisé, j'ai blindé les formules, et voilà. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, plutôt en prod, et puis petit à petit, aussi sur les projets internes, c'est-à-dire que, comme je disais, j'ai pas ma langue dans ma poche, donc je disais les choses que je pensais sur nos projets groupes. Et donc, au niveau de la direction, ils ont dit, bah, tiens, Emilien, on a des projets en interne. On a envie que tu rejoignes l'équipe projet là-dessus. Donc, j'ai été intégré dans les équipes projet, plutôt sur les projets internes, changement d'outils ou autres. Et de fil en aiguille, ça m'a amené aussi pour la proposition de valeur digitale à destination des clients. Donc là, on n'est plus sur la prod interne. Et puis, de fil en aiguille, je voyais bien qu'en fait, aujourd'hui, auparavant, c'était géré un peu en silo, quoi. Chaque activité, donc le social RH, l'audit, le consulting et l'expertise comptable, où c'était moi qui pilotais la partie expertise comptable sur la partie digitale, eh bien, on raisonnait un peu en silo et je trouvais ça pas très performant, pas très pertinent. Donc, j'ai exprimé ça auprès du comité de direction et qui m'a dit, mais ouais, ta vision, on a peut-être des trucs faut qu'on revoie, mais globalement, on adhère à la vision et vas-y, lance-toi, l'audace. Ok. Et donc, bah, t'arrives et qu'est-ce que tu dois mettre en place? Du coup, il faut que tu arrives à faire converger les pensées, le travail. Là, tu as une résistance au changement, mais nous, on a toujours fait comme ça. Du coup, comment tu arrives à convaincre et tu arrives à justement à rapatrier le SIRH, la cybersécurité, le truc, etc., à gauche, à droite, dans un discours et une vision commune? Mais c'est la vision, en fait. Okay. Et c'est le vrai sujet. Et si on est bien OK sur la vision de base, il n'y a pas de sujet. Et notre vision, c'est de pouvoir apporter une réponse aux besoins ou une proposition de valeur à nos clients en fonction de leur typologie. Est-ce qu'ils sont TPE, petite PME, ou plutôt beaucoup plus structuré, PME, ETI. PME structurée, ETI, et en fonction de ce qu'ils attendent, de leurs besoins réels. Et d'apporter donc, du coup la bonne personne, la bonne offre de valeur, la bonne offre de service en fonction du client. Et on était à peu près tous d'accord quand même là-dessus. Donc déjà, le principe de base, le socle, il est plutôt bon, il est plutôt solide. Maintenant, après, faut remettre tout ça dans le même package et amener tout le monde à converger dans le même sens, quoi. Du coup, au niveau de l'offre de service, dans cette partie de chez Baker Tilly, qu'est-ce que vous offrez? C'est quoi? Qu'est-ce que vous vendez, en fait? Alors déjà, cette partie-là, on la filialise. Donc, Baker Tilly Digital, c'est une filiale 100% Baker Tilly. On se considère comme une ESN. Enfin, on est une ESN. Pourquoi? Parce qu'on va répondre à plusieurs enjeux. On est là pour accompagner les clients dans leur transformation digitale fonctionnelle, c'est-à-dire répondre aux enjeux de cyber, cloud, data, IA, et pour répondre aux enjeux... Je recommence. Vas-y. On est là pour répondre aux enjeux clients sur leur transformation digitale technologique, cyber, cloud, data, IA. En gros, c'est plutôt dans les entités structurées, plutôt quand tu t'adresses à un DSI, en fait. Sur cette partie-là. L'infra, quoi. Et la transformation digitale fonctionnelle. Là, tu t'adresses plutôt aux DAF, dirigeants, DRH. L'idée, c'est quoi? C'est d'automatiser, digitaliser les process métiers. Donc, diagnostic digital, intégration d'outils en lien avec notre cœur de métier, finance, RH, RSE, jusqu'à l'ERP. Mais on va pas faire de marketing pour l'instant. Vraiment répondre à ce besoin d'automatisation des process, y compris jusqu'au développement d'applicatifs spécialisés. Donc j'ai des développeurs, une équipe de dev, et no code, low code, y compris, quoi. On balaye large, quoi. Donc ça veut dire que si on prend un cas d'usage et on prendrait, je sais pas moi, un client TPE, tu vois, et lui, j'en sais rien, moi. Est-ce que il gère sa compta sur Excel? Est-ce qu'il envoie ses factures en papier? Et puis lui, il a toujours fait comme ça et ça lui va très bien. Du coup, qu'est-ce que vous lui apportez justement pour l'aider
à ne plus avoir cette gestion. Mais qu'est-ce que vous lui vendez aussi? Parce qu'il faut le convaincre aussi de changer sa propre habitude à lui. Ouais. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans ce problème aussi dans la filière comptable, où il faut aussi convaincre le client de passer à la dématérialisation et à la digitalisation. Et c'est encore plus vrai sur les TPE, petites PME. Bah ouais. L'enjeu, c'est de leur montrer le ROI. C'est de montrer le retour sur investissement. Tu le disais tout à l'heure, hein, c'est pas ce que ça coûte qu'il faut regarder, c'est ce que ça rapporte. Bah, l'enjeu, c'est ça. Alors pour ça, on va fonctionner de plusieurs manières. La première manière, c'est de faire un petit diagnostic digital, mais adapté à la structure. C'est pas le truc de consultant de 50 pages. Ça, on le sait le faire pour les autres structures. Mais là, on s'adresse à une TPE-PME. On va lui parler de ce qui l'intéresse. Justement, c'est de sa facturation, ses clients, ses prises de rendez-vous, ses suivis. On va vraiment balayer tous ces process à lui sur lesquels il perd du temps. De ça, on en découle sur une proposition de valeur. On va dire, tiens, regarde comment tu es organisé. Voilà la cartographie de ce que tu fais. Et regarde là, tu as quelques points de douleur importants. Ici, ici et ici. Dans ta facturation, ta gestion de stock. Ça coûte cher le stock. Dans tes prises de rendez-vous avec tes clients. Bah tiens, on va se focaliser sur un point et on va t'accompagner là-dessus. Donc l'accompagnement, c'est l'intégration, mais ce qui va derrière aussi, quoi. La formation et le suivi derrière, quoi. Ok, hyper clair. C'est quoi le profil type qui se retrouve face à ce dirigeant de TPE, PME? Là, parce que tu vois, on doit parler compta, gestion, finance. On doit comprendre aussi le métier de la personne. On doit comprendre à la fois son métier, mais aussi on doit lier son métier à la gestion et la finance. Donc j'ai l'impression qu'il faut avoir une très bonne culture financière. Bon, je m'emballe là. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est un vrai sujet. On a créé ce poste de chargé de mission digitale qui est là pour répondre aux enjeux du client. En effet, sur l'aspect digital, intégration, donc gestion de projet, intégration d'outils, ce qui n'est pas rien. À la fois, ouais, mais on fait ça sur notre cœur de métier. Donc, on parle de finance. Et puis, faut savoir parler aux clients. Donc, il y a une posture commerciale quand même à avoir. Et donc là, on a 3 skills complètement différents qui, quand je les mets sur une offre pour les trouver, ouais, bon courage. Bonne galère, quoi. Bonne galère. Donc compliqué. Nous, ce qu'on a choisi de faire là-dessus, c'est déjà... on a mis des temps pleins dans chaque territoire chez nous et on a été les chercher dans différents horizons. Déjà, il y avait des gens chez nous qui avaient envie de faire ça. Donc ça, c'est trop bien déjà. Tu as quelqu'un qui a envie, qui n'a pas de débat. On sait qu'il a la culture d'entreprise. Il partage les mêmes valeurs qu'on a évoquées. Le collectif, l'audace, tu vois, ça ressort bien déjà. Et ils avaient déjà ces skills finance. Ok. Bon, maintenant, va falloir leur donner les skills intégration digitale et la partie commerce. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un programme champion avec les éditeurs qu'on distribue pour faire en sorte que ce soit des champions de chaque solution. Et sur la partie commerciale, on travaille avec notre équipe chez nous, notre direction marketing et commerciale, pour apporter déjà la posture client, l'écoute active, la capacité. En fait, c'est le client qui a la réponse, c'est pas nous. Et une business academy pour qu'ils aient bien cette posture commerciale. Donc ça, c'est un premier pan. Et après, j'ai été chercher à l'extérieur d'autres gens, parce que si j'ai que des mêmes profils, c'est pas marrant, quoi. Il faut que ça phosphore, il faut qu'il y ait du melting pot. Donc j'ai été chercher des profils un peu plus digitaux, mais du coup, eux, faut leur apporter la culture métier. Donc là, on leur fait faire des formations qui sont déjà faites chez nous, là-dessus, qu'on fait aux data controllers ou chargés de mission, pour qu'ils aient cette fibre, finance. Et puis pareil, la partie commerciale en général, ils l'ont un peu plus, ces profils-là. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de mixer et d'avoir des profils diversifiés ? C'est justement, je disais tout à l'heure, la richesse de l'échange ou autre, c'est qu'en fait, ils sont éloignés, donc ils ne sont pas du tout au même endroit. Par contre, j'ai cette chance-là, ils se sont tout de suite très bien entendus. Alors ça se nourrit, mais ils se sont tout de suite très bien entendus. Donc en fait, ils sont tout le temps en échange.
que ce soit sur leur propre mission, sur les difficultés qu'ils ont au quotidien, soit avec un client, posture commerciale, soit avec un outil, résolution de problème, soit sur la partie technique pure. Et le fait, justement, d'avoir mixé ça, bah, en fait, ça permet de répondre à tous ces enjeux-là, sans même qu'en fait, je suis obligé, moi, d'intervenir sur ce sujet-là. Ouais, parce que tu vois, dans les boîtes, des fois, il peut y avoir ce risque de prendre que des personnes qui se ressemblent ou que des compétences qui sont similaires. Après, ça peut être rassurant aussi. Tu sais, quand on recrute, bah, c'est plus facile parce qu'on connaît. Exactement. Par contre, ça comporte le risque de pas faire grandir le groupe par la compétence de chacun, quoi. C'est ça. Ok. Et c'est ça que je voulais pas, moi. Je voulais que ça grandisse, qu'ils grandissent par les compétences de chacun. Ok. Hyper clair. Du coup, alors attends, parce que moi j'ai noté aussi ma petite question que je voulais te... oui, alors, quand tu crées cette offre de service, donc il y a des profils comptables aussi, bah, du coup j'imagine, qui ont dit bah, j'ai envie d'y aller, et donc vous les avez formés sur ces pans, sur la posture, l'intégration, C'était etc. les premiers. Ok, ça marche. Comme quoi, je milite aussi beaucoup, moi, pour les doubles compétences. Ouais. Bon, c'est un peu mon histoire aussi, hein. Moi, j'ai fait de la compta, de la gestion, et puis aujourd'hui, bah, on est là tous les deux. Mais du coup, tu peux servir la profession de manière différente. Complètement. Donc ça, je trouve ça intéressant. Si on parle d'une intégration d'un outil, Time, c'est des copains, donc on pourrait parler d'eux, tu vois. Du coup, qu'est-ce que vous faites le client, donc vous lui montrez son ROI, le fait de passer à l'intérieur. Excuse-moi, mais je réfléchis à haute voix, mais j'ai l'impression que c'est presque une éducation de marché, là, que vous êtes aussi un peu en train de faire. Ouais. Suivant la segmentation, sur les TPE-PME, clairement, on est sur de l'éducation de marché, hein, pour leur expliquer qu'en fait, on ne fait pas ça. C'est pas de la contrainte. C'est pas de la contrainte. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'objection qu'ils peuvent avoir. Tu vois, attends, me prends pas la tête, je suis dans mon chantier, je suis dans mes trucs et tout, j'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps, j'ai toujours fait comme ça. Et ça fonctionne bien. Oui, d'accord, je vois. Mais tu vois bien, quoi. Les discours classiques, c'est j'ai pas le temps, et puis j'ai toujours fait comme ça, et puis regarde, ça marche bien. Là, c'est important de leur dire, alors, moi, je suis pas trop sur la culture de la peur. Ouais. ou de la contrainte, même si tu es obligé quand même de les acculturer un peu là-dessus, c'est-à-dire, les copains, on parle de septembre 26, là, et en fait, septembre 26, c'est opérationnel. Donc, et c'est opérationnel avec les PDP. En fait, si vous avez déjà pas pris le pli en amont d'une organisation qui répond à tout ça, mais vous allez prendre cher derrière. Ouais. Donc, il y a quand même cette acculturation-là, mais moi, je préfère l'acculturation bénéfice client. C'est d'arriver à lui prouver par A plus B que ouais, mais regarde là ce que tu fais. Ok, tu le fais à la main, mais tu te rends pas compte du temps que tu perds et puis en fait de l'argent que tu perds. De l'argent, du risque, du risque et tu mets ta boîte en danger en fait en fonctionnant comme ça. Donc vas-y, on y va, on va t'accompagner, tu seras content. Ouais, parce que alors là, je pense que c'est vraiment un message que je peux moi aussi apporter à des collaborateurs plus juniors ou des chefs de mission qui ont plutôt la tête dans les dossiers et moins la tête dans le business. Mais c'est vrai que si on intègre de plus en plus la solution digitale pour le client, alors c'est bien pour lui, mais c'est bien pour le collab aussi, parce que en gros, tu vas moins taffer, quoi. Tu seras plus feignant, mais intelligemment, c'est ça. Comme on le disait tout à l'heure. Et en fait, c'est là où la deuxième partie, le deuxième round, il peut être hyper intéressant, parce que là, tu auras la data, et puis comme tu as la data, bah, qu'est-ce que tu peux en faire après ? Là, le champ des possibles, il s'ouvre, en fait. Puis là, mais du coup, en fait, je faisais un podcast avec Stéphane Damota, qui a créé une boîte qui s'appelle Enso RSE, un outil pour... et je trouvais que c'était intéressant, parce que justement, quand il m'expliquait la compréhension de ses clients, ceux qui achètent sa solution... Enfin là, l'éducation de marché, il y a beaucoup de travail avant que ce soit démocratisé. J'ai l'impression que dans la digitalisation, on entend beaucoup. C'est facile, mais en fait, peu de boîtes y sont en fait. En réalité, j'ai l'impression que c'est un infime partie du marché qui est digitalisé. Mais c'est exactement ça. Le nombre de clients qui sont encore sur Excel ou Word pour faire leurs factures, c'est impressionnant. On n'a pas pu recenser tous nos clients, mais sur ceux qu'on recense, on en a quand même un paquet. Je me ferais... Je ne sais pas si on peut faire l'exercice du pourcentage, mais
30%, on n'est pas déconnant. Ouais, Entre 30 et 40, enfin, honnêtement, et c'est assez fou, quoi. Donc ça veut dire que, alors, tu vois, là je suis en train de faire mon étude de marché hein, juste avec toi, en train d'échanger. Mais c'est vrai que, du coup, quand on a peur de la facturation électronique, quand on a peur de l'IA, mais il y a quand même, purée, avant d'avoir une économie française full digitalisée, bon, il y a encore du boulot, quoi. Ouais, mais tu sais que le premier boulot, on parle d'acculturer le client. Mais en fait, moi, c'est d'acculturer déjà aussi tout le cabinet. Bah, évidemment. Et ça, on met aussi beaucoup d'énergie. Et je pense que ça prend bien pour emmener tout Baker Tilly là-dessus. Parce qu'en fait, le premier contact, c'est pas moi et mes équipes qui l'ont au final. Ah, bien sûr. Carrément. C'est les collabs. C'est tout l'écosystème Baker Tilly qui l'a. Donc, mon premier job, et on investit là-dessus et je continue d'investir là-dessus, c'est d'embarquer le cabinet. Parce qu'en fait, si j'embarque le cabinet, j'embarque le client. Le client, il a confiance en qui ? Pas confiance en moi, il me connaît pas encore. Ouais, c'est clair. Il a confiance en ses interlocuteurs. Qui est là en one-to-one à chaque fois, tous les mois, etc. avec lui. Ouais, hyper intéressant. Donc c'est vrai que d'aller acculturer le collab à cet esprit digital, parce que aussi, lui, il aurait tout à gagner. Je parle même de confort de métier, en fait. Hein. C'est exactement ça. Ok. Et puis, il aime son client. Ouais. Donc, lui, il y gagne et on répond à un besoin client. Il sait que ça apporte de la valeur au client derrière. En fait, il est content. Mais il faut juste, tu le disais, c'est compliqué dans notre métier de lever un petit peu la tête là, pour se dire, attends, au-delà de la prod, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie du client et du coup ma vie, moi, derrière, quoi. Alors, imaginons qu'on prend un monde voilà, comme ça, où idéal, où il y a une économie française qui est quand même beaucoup acculturée, qui utilise les solutions digitales et les collabs aussi qui peuvent traiter la comptabilité de manière simple. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur temps de gagner après ? Tu vois ? Donc, qu'est-ce qu'ils font de leur temps de gagner ? Et selon toi et selon ta propre intuition, et même chez Baker Tilly, c'est quoi aussi votre vision là-dessus ? Quand même, dans les études, on n'est pas tout à fait acculturé à faire du M&A, de la levée de fonds, ce genre de choses. On ne le voit pas tout à fait. Non. Tu vois ? Faire du commerce. Qu'est-ce qui se passe après ? Ouais, c'est le gros sujet. On a aujourd'hui des populations qui sont encore un petit peu trop dans la prod. Hein, parce que, comme tu le dis, on n'est pas encore mature, la France, sur ces sujets-là. Et donc, il y a du temps de gagner. Ce temps-là, en fait, c'est là où c'est, selon moi, génial, extraordinaire. C'est que le champ des possibles, il est énorme. Soit tu vas, grâce à la data, sur l'aspect, le vrai pilotage, le vrai copilote. C'est pas le copilote... je te vois une fois par an. Ouais. Alors déjà, c'est pas un copilote. Hein. Je suis au quotidien avec toi. C'est pas toi qui m'appelles client, c'est moi qui t'appelle. C'est pas toi qui viens, c'est moi qui vais te voir. C'est tout ça. Et avec des outils qui vont bien, mais surtout, en fait, les outils, c'est une chose. L'analyse IA, c'en est une autre. La prise de hauteur, la prise de recul derrière et l'accompagnement humain avec la confiance, l'analyse, la synthèse, la vision, parce que l'IA, il n'a pas de vision, hein. La vision qu'on peut apporter derrière, ça n'a pas de prix. Et c'est là qu'on peut être très fort. Et après, il y a tous les autres métiers. Enfin, c'est juste génial, quoi. Non, mais en fait, j'essaye aussi entre guillemets, de te pousser un peu là-dessus, tu vois, sur ce sujet, parce que il y a aussi des jeunes qui n'ont pas forcément... tu vois, ils ont peur d'aller là-dedans parce qu'ils ont une image assez faussée de ce qu'est le métier. Mais en réalité, en fait, c'est un terrain de jeu, il est incroyable. J'imagine aussi que moi, quand j'ai quitté la profession et la production de la compta, j'avais cette vision d'avant. Mais peut-être que en étant aujourd'hui dans la profession, je me dis, mais non, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Tu peux vraiment aller nourrir ton besoin intrinsèque et aller nourrir ta propre motivation sur plein de sujets. La relation client, les trucs hyper techniques, les trucs très data, les trucs très chiffrés, les trucs très juridiques, etc. Tu vois. Et donc, en fait, le champ des possibles, il est hyper ouvert. C'est quoi tous les métiers, justement, que vous couvrez chez Baker Tilly ? Alors, chez Baker Tilly, donc on a les métiers classiques, expertise comptable, donc avec des data contrôleurs, des chargés de mission, junior, senior, superviseur, manager, expert comptable. On a toute la partie RH aussi, social RH, donc gestionnaire de paye, consultant RH, consultant SIRH. Donc là, c'est
c'est chez moi là. On a toute la partie audit, donc audit légal, et audit aussi sur la partie RSE, et avec la partie CSRD. Ce qui fait aussi le lien tout de suite, je vais sur la partie consulting avec plusieurs métiers et filiales. On a Goodwill Management sur la partie RSE également, donc là c'est conseil stratégique en RSE, et on a la partie audit également RSE. On a toute la partie corporate finance, M&A, avec toute la partie audit d'acquisition, TS, M&A, les consultants, on a de quoi s'éclater là-dedans. On a tous nos consultants organisationnels aussi, donc ça c'est aussi bien, et c'est aussi rattaché sur la partie digitale, parce que quand on parle d'organisation, on parle de digital, donc ça fait le lien avec Baker Tilly Digital, quand même. On est là aussi pour en parler de Baker Tilly Digital. Tac. Qu'est-ce que j'oublie? Le juridique aussi. Et puis après, on couvre aussi la partie ingénierie sur les fonds OPCO, avec Capital Compétences. On a tout ça. Selon toi, pour quelles raisons les cabinets devraient se lancer dans l'audit RSE? Je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la compréhension du marché. Je pense que des entrepreneurs comme moi peuvent imaginer qu'en fait, c'est que de l'environnement. Ouais. À peine. mais du coup, en quoi ça peut être intéressant pour un cabinet d'avoir cette compétence et de la proposer? Et c'est quoi le bénéfice aussi pour ceux qui vont bénéficier de ce genre de service? Déjà, l'environnement, il a quand même... Alors, l'environnement, pas l'environnement écologique, mais l'environnement, il a complètement changé là-dessus, et la prise de conscience aussi. Nous, ça fait depuis 2013 que déjà c'est ancré chez nous, cette partie RSE, et c'est ce qui nous a amené quelques années plus tard à acquérir Goodwill Management, parce qu'en fait, on bossait avec eux sur plein de clients, et puis en fait, les valeurs, les relations humaines font que... on s'est tout de suite entendu, on s'est dit, mais en fait, faut qu'on bosse ensemble, quoi. Et pour moi, c'est hyper important de s'y attacher, parce qu'en fait, on a un rôle, nous aussi, en tant que cabinet d'expertise comptable, cabinet de conseil, société de services, à jouer là-dedans. On est les contacts de confiance des entrepreneurs. Parler d'acculturation sur le digital, mais le sujet de la RSE, c'est à peu près pareil. Ouais, c'est pareil, en fait. Okay. T'as les mêmes enjeux là-dessus. Et donc, on a un rôle hyper important, mais sur toutes les strates, TPE, petite PME, ETI, autres, d'acculturer, d'accompagner à la stratégie RSE. Et de leur faire comprendre que la RSE, c'est pas que de l'environnement. C'est carrément, il y a de l'humain, il y a de l'économique, il y a de l'environnement, et c'est de bien leur faire comprendre ça là-dessus. Et après, il y a l'audit, quoi. Il y a une réglementation qui arrive, il y a la CSRD quand même, donc il faut aussi répondre présent sur ces enjeux-là. Comment tu vois le futur de la profession? Et avant que tu répondes à cette question, je tournais un épisode avec un directeur financier d'une boîte tech qui m'a dit, en fait, j'ai fait 5 ans au BCG, donc cabinet de conseil. J'ai accompagné le top management. En fait, je viens de comprendre un instant c'était quoi la stratégie, que récemment. Et donc, il a dit, et pourtant, moi je l'ai trouvé, franchement, il était incroyable. Et du coup, il me dit, la stratégie, c'est comment tu vas gagner. Bon, c'était... En gros, c'était assez clair, sa vision, c'est comment tu vas gagner. Alors, c'est marrant parce que quand il y avait le congrès, j'étais parti à la soirée Visma. Et à la soirée Visma, je crois que la dernière slide, c'était qui va gagner le marché ou un truc comme ça. 30% ou des entreprises ne sont pas encore existantes. Enfin, en 2030, je ne sais plus ce que c'était. Il y a 30% des entreprises, du marché des entreprises qui n'existent pas encore aujourd'hui. Qui va gagner le match? C'était ça, je crois que c'était un truc du genre. Du coup, comment Baker Tilly, comment toi tu vois le marché demain, et comment aussi vous allez répondre aux enjeux concurrentiels, technologiques, pour aussi continuer à croître? Parce que là, en France, vous avez 2200 collabs, un CA de 200 millions. Comment vous allez faire pour continuer à progresser?
C'est ce qu'on a écrit dans notre plan Convergence 2030. C'est de répondre aux besoins de nos clients sur les différentes strates avec des piliers stratégiques, dont la RSE, dont le digital, dont l'international aussi, parce qu'on adhère au réseau Baker Tilly international, mais on reste indépendant. On est les 120. Baker Tilly Strigo est détenu par ses 120 associés. Donc c'est vraiment d'aller chercher autre chose que ça et d'aller faire les bons choix rapidement. Je fais le parallèle avec Impulse Data. Impulse Data, consortium qu'on a cofondé avec d'autres cabinets, qui permet d'avoir un data lake, mais un data lake à jour, c'est-à-dire qu'on n'est pas à N+1 ou N-1 plutôt, on est vraiment toutes les données à jour en temps réel de plus de 500 000 entreprises en France. C'est de savoir faire ces bons choix-là pour répondre aux besoins des clients. Toujours une orientation client, en fait. Il faut être orienté client. Et le client, de quoi il a besoin aujourd'hui et demain ? Il a besoin du socle qu'on connaît qui va évoluer, clairement, mais de pouvoir apporter aussi cette réponse digitale, RSE, en gardant cette proximité, excellence opérationnelle. Et là, on est bon. Revenons un peu sur Impulse Data. Comment ça se passe pour créer ça ? Comment on s'entend ? C'est quoi les premières prémices, les premiers échanges ? Et puis, comment vous avez intégré aussi les datas de ces 500 000 personnes ? Est-ce que c'est ouvert encore à d'autres cabinets ? Je pense que vous êtes quoi, une dizaine ou une 20 ? Je sais pas, mais... Un petit peu moins. Okay. On est un petit peu moins. Alors, comment ça se passe ? Déjà, on avait tous un peu ça quand même dans le coin de notre tête. On a la chance de faire partie de l'association technique ATH, avec Stéphane Reynaud, qui est quand même un cadre aussi sur le sujet facturation électronique et data. Et que Stéphane, il connaît aussi un peu tout le monde, donc il entend d'autres acteurs aussi parler de ça. Et Stéphane, il a aussi conscience, et on a tous conscience, qu'à un moment donné, il faut y aller, de 1. De 2, qu'il y a besoin quand même d'un volume. Si tu n'atteins pas ces 500 000, en fait, t'es pas pertinent. Ouais. T'es pas pertinent. Conscience aussi qu'il faut être en temps réel. Sinon, tu reproduis juste Diane, quoi. Donc ça a pas de sens. D'avoir la granularité sur la partie fichier d'écriture comptable, t'es pas sur l'alias, sur la partie DSN, et puis de tout de suite avoir la vision, mais facturation électronique. On a de la donnée structurée, et ça nous permet de répondre, grâce à ça, aussi demain à l'extra-financier RSE également. Quand on se dit ça, on est plusieurs. On va se réunir pour se dire oui, il faut qu'on le fasse. Il faut être suffisamment nombreux, mais pas trop. Il faut avoir un socle technique. Donc c'est là que Full nous aide. Et en plus, Full, il a quand même un certain nombre de clients également. Donc ça nous permet de gagner des clients et des dossiers surtout là-dessus. Et après, faut s'entendre. Et sur le papier, c'est pas gagné. Quand tu as Baker Tilly, Fiteco, Hendrix, Eurex, Inextinso, avec Full et les cabinets d'ATH, parce qu'en fait, il y a les cabinets d'ATH aussi, c'est ça qui est bien, qui doivent se mettre d'accord et tout construire là-dessus. Tu peux te dire, waouh, on est confrères, mais on est aussi concurrents. Mais non, parce qu'en fait, on partage la même vision. Et on sait très bien que, au final, tout seul, de toute façon, on n'y arrivera pas. Tout seul, on n'y arrivera pas. Et si on n'est que sur des données N-1, ça n'a pas de sens non plus. Donc à un moment donné, autant qu'on s'entende, on partage la même vision, on pose des règles claires, et puis on est bon. Et toutes les réunions qu'on a fait, parce qu'il y a aussi, moi je fais partie de la direction livrable, j'ai participé à quelques COMEX, mais à chaque fois on n'a qu'une seule vision, c'est la même, quoi. Et c'est assez fou de voir comment on a réussi à s'entendre et à créer ça en moins d'1 an, quoi. Parce que là, ça y est, on a les données, on a du benchmark, on a l'outil pour restituer. Enfin, c'est assez fou. Ouais. Ça veut dire que cet outil, il vous permet de faire quoi concrètement ? Déjà, on va reprendre le principe. Le principe, c'est quoi ? À l'instant T, c'est les FEC, et là, on est en train de travailler sur les DSN. Récupérer de manière structurée les FEC des années antérieures, mais jusqu'à aujourd'hui, donc même les saisies en cours, quoi, de tous les dossiers, bien sûr, de façon structurée et anonymisée. On n'a pas le choix, et heureusement d'ailleurs. Une fois qu'on a ça, c'est bien beau, c'est structuré, ok. La première chose, c'est on a un outil qui permet de restituer
et benchmarker. Donc là, on a un outil qui nous est fourni. Deuxième chose, on a la Donc, donnée... restituer quoi? Ça veut dire, exemple, le chiffre d'affaires moyen dans les boulangeries. Ouais, alors on a une vision très sectorielle, en effet. Ok. On restitue des tableaux de bord sectoriels, en effet. Donc c'est de la donnée qui parle au secteur, qui est de la donnée, sa propre donnée, la donnée du secteur et de la donnée externe. On est en train de réfléchir à des choses qui sont... pour le CHR, on va regarder la météo. Ouais. Bah ouais, mais carrément, mon carrément. chiffre d'affaires, il a baissé, ok, mais sur le secteur qu'on a saisi, ok, bah t'es l'été, en fait, il a plu, il a fait un temps pourri tout l'été, bah ouais, t'as fait moins 10. Ok, mais il a plu. Et en même temps, les autres, ils ont fait combien à cause de ça? Ouais, je vois, hyper clair. Donc, on va vraiment chercher les données du client, les données benchmark et des données exogènes, data, open data, pour répondre aux besoins. Ça veut dire que là, ici, si tu te benchmarks par rapport à d'autres acteurs dans d'autres régions, par exemple, alors que chez toi, il a plu et les autres, il faisait un beau soleil, du coup, ça te permet aussi de relativiser ce qui t'arrive, parce que c'est un événement dans lequel t'as pas de... t'as pas de pouvoir, en fait. T'as pas de pouvoir là-dessus. Puis si les autres, ils ont fait moins 10, comme toi, quand toi, t'as fait moins 5, voilà. Donc on va se comparer, soit, et on a le choix, c'est ça qui est bien, on a les filtres qui vont bien, soit aux petits copains du même secteur. Ok, eux, ils ont eu la pluie, mais eux, ils ont fait moins 10 quand toi, t'as fait moins 5. Au final, on relativise. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Je peux changer la géographie et puis voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Mais du coup, là, ça vous donne un avantage considérable. Alors là, je suis en train de penser stratégie, mais cette information et ce produit vous donne un avantage aussi considérable sur le marché. Parce que là, vous avez quelque chose que, entre guillemets, les autres ne peuvent pas proposer. Ouais. Ouais, mais il fallait avancer. Ouais, non, mais pour moi, je trouve ça trop bien, il n'y a pas de problème. Non, mais complètement, c'est ça. Et du coup, pour répondre à la question, on a deux autres cabinets qui nous ont rejoints. Ça a été officialisé là pendant le congrès, avec Compagnie Fiduciaire et TGS. Ok. Là, on se concentre bien à tout intégrer, à bien accompagner les nouveaux entrants. Et probablement qu'après, on aura des nouveaux tours de table. Mais on se laisse toujours un petit peu de temps par rapport à ça. Hyper clair. Ça, c'est aussi pour répondre aux enjeux de la data. Ouais. Pour aussi... Non, c'est trop bien. C'était David Imbert qui m'avait parlé de ça, de chez Hendrix, c'est à la David, base. Il avait parlé de ça justement dans le podcast quand je l'avais invité. Et il m'avait dit, j'ai pris mon bâton. Et puis, tu vois, je trouve ça cool aussi, tu vois. Je trouve ça vraiment... En fait, ça manque tellement. Parce que quand là, tu te poses en tant qu'entrepreneur. Ok, t'as fait... ton EBE, c'est 45%. Ok, fine, tu vois. Pour toi, c'est cool. Oui, mais par rapport à ce que moi, j'ai prévu. Ok, peut-être que moi, j'étais complètement à la ramasse. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font les camarades? Et donc, si les camarades, ils font mieux que toi, c'est que toi, il y a peut-être un problème chez toi. Exactement. Et si toi, tu fais beaucoup mieux qu'eux, c'est peut-être que toi, tu as compris quelque chose qu'eux n'ont pas compris. Et donc, tu peux aussi pousser sur cet avantage concurrentiel, etc. Donc, en fait, ça te permet vraiment d'agir, quoi. Tu peux agir, tu peux gratter, tu peux aller analyser, tu peux aller beaucoup plus loin grâce à ça. Et l'avantage, c'est qu'avec toute cette donnée-là, tu peux facilement faire du prospectif. Puis l'idée, c'est qu'avec toute cette data-là, demain, tu fasses du prédictif, quoi. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Après, demain, tu peux prévoir de manière un peu plus juste et moins au doigt mouillé. Bah oui. Ok, ouais, parce que là, ce serait aussi le but avec ça, justement, de pouvoir proposer des budgets et des business plans tout à fait. qui soient plus adaptés à la réalité. Et donc, après, tu peux convaincre un banquier plus facilement, un investisseur plus facilement, parce que tout est beaucoup plus... Réalité de ton secteur, géographique et activité, et de ta taille d'entreprise, quoi. Donc, en fait, tu as tous ces critères-là. Tu as l'effectif, tu as le chiffre d'affaires, tu as la zone géographique et le secteur d'activité. C'est génial. Et ça, est-ce que ça, c'est un outil que vous metteriez à la disposition de la profession? C'est quoi, en fait, la vision après avec ça? La vision, c'est déjà que nous, on se structure bien, là-dessus. Parce que, on l'a dit, faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur les règles de comment on dépose, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'on dépose, comment on l'exploite. Ok. On parlait de gouvernance, etc. Et puis, tu vois, si tu veux être bon sur le sectoriel, faut se mettre des règles sur les codes comptables aussi. Parce que comme on est sur du fake, je vois. Je sais pas moi, l'assurance décennale dans le bâtiment, c'est hyper important. Il faut aussi harmoniser tout ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'au départ, il faut être un socle solide, qui s'entende bien, qui partage la même vision, et après on ouvrira de plus en plus.
Mais Ok, j'ai l'impression que Fiducial, eux, ils sont très, très... Alors là, je suis en train de réfléchir à haute voix, mais je crois qu'ils sont très sur la partie sectorielle, je pense. ouais. Bon, je parle à haute voix comme ça, mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais J'inviterai quelqu'un chez Fiducial pour parler de ça. Non, mais hyper intéressant. Je serais curieux de voir comment ils font. Parce que tu vois, eux, ils ont beaucoup les notaires, les prestataires. Ouais. Il y avait quelqu'un de chez Fiducial qui était venu ici et justement qui disait nous on prenait des niches et on voulait vraiment être spécifique et très spécialisé là-dedans. Et je trouvais intelligent dans l'approche marché parce que du coup tu deviens de plus en plus fort dans le secteur. Mais du coup tu as aussi la data aussi de tout ça, tu vois. Et en effet, c'est ça. Et nous, notre approche, c'est pas d'avoir de la data généraliste chez Impulse Data. C'est vraiment d'aller taper les secteurs. Donc là, on a déjà le CHR qui est prêt, on a le bâtiment qui est prêt, l'hôtellerie, enfin le CHR, on a le restaurant, donc là on a l'hôtellerie, bâtiment, on va enchaîner sur les pharmaciens, les opticiens, enfin tu vois, vraiment, on va aller les transporteurs, il y a tout. Trop bien. Écoute, masterclass, mon cher Emilien, parfait. Non, puis c'est, juste pour compléter, mais on parlait de la richesse des échanges. Mais là, c'est génial souvent, j'ai souvent David à ma droite. T'as David Imbert à ta droite, t'as Franck Lamotte, t'as Sandrine de chez Eurex, t'as Alexandre Boutarin. Enfin bref, c'est Alain Meunier de chez Fiteco, il a quand même une personnalité qui a fait quand même dans le digital quelque chose de bien aussi. Donc c'est génial l'échange, quoi. Mais alors du coup, peut-être que j'ai raté un épisode. Au congrès, là, il y avait la présentation du Data Lake. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Non, c'est pas la même chose. Tu as la source, donc le Data Lake de la profession. Alors, je pourrais pas en parler parce que je connais pas suffisamment toutes les règles là-dessus. Et nous, on avait le stand Impulse Data qui était notre stand. C'est dommage, je suis pas venu vous voir, tiens. Ouais. Okay. En même temps, tu étais occupé sur ton stand. C'est vrai. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la data à jour et c'est pas du volontariat, quoi. C'est pas je donne si j'ai envie. Non, nous on y va à fond, quoi. On y va à fond, quoi. Ça, il faut pas avoir peur, c'est ça que tu disais. Ah bah ouais, il faut y aller parce que sinon ça va mettre trop de temps et puis en plus faut quand même se mettre d'accord sur les règles sectorielles, sur la restitution, sur tout ça. OK. Et on a l'avantage en plus, nous, après, d'avoir les clés API pour aller taper la data, d'avoir l'accès à la donnée, donc les clés API, pouvoir aller taper après dans la donnée et récupérer sur nos propres outils. Si demain, je veux le mettre sur Fintesis, potentiellement, je pourrais, quoi. Ok. Hyper clair. J'aimerais parler un peu de culture d'entreprise. J'ai l'impression que chez Baker Tilly, la culture, elle est... je la sens, là. Je la sens bien. Comment elle est travaillée, comment elle se matérialise dans la vraie vie, c'est quoi? J'ai discuté avec quelqu'un hier, on faisait passer un entretien avec une personne pour rejoindre l'équipe Counter, et elle me disait le problème dans le recrutement, c'est que c'est problématique de remplacer une personne à chaque fois, mais en fait, on va toujours mettre un pansement, parce que si on remplace une personne, mais que l'entreprise ne fait pas bien ses devoirs et elle ne s'occupe pas bien des gens, bah forcément, tu vas recruter, tu places, la personne elle part, tu places, la personne elle part. Donc, c'est quoi aussi votre vision du monde du travail? Quelle est votre culture, votre vision du monde du travail chez Baker Tilly? C'est important pour moi de le savoir. J'ai l'impression que tu rayonnes, toi, donc je voudrais savoir si c'est comme ça aussi à peu près partout, tu vois. Alors, il y a une vraie culture. C'est un truc... c'est vrai qu'on est un peu des extraterrestres, on a l'impression. Après, j'ai pas fait 36 autres cabinets, donc forcément, je le vis, le truc. Mais le premier sujet, ça a toujours été... on a toujours investi sur les jeunes. La jeunesse. Alors d'ailleurs, on a une fondation sur la jeunesse, mais nous, c'est les jeunes. Donc, sortie d'école, j'en suis le parfait exemple. Et puis après, la personne, elle grandit, elle a envie, t'as envie de faire ça, mais vas-y, fais. Tu peux faire tous les métiers que tu veux, du moment que tu as envie, que tu t'en donnes les moyens. Et le cabinet va te donner les moyens. Ok. Donc, premier sujet, on investit sur les jeunes. Deuxième point, on a des valeurs fortes. Là, récemment, en plus, on s'est toujours dit, nos valeurs, elles sont hyper fortes. Ouais, mais c'est quoi nos valeurs, d'ailleurs? Ouais. Donc, on a vraiment écrit nos valeurs et on a fait ça avec les collaborateurs, de se dire, mais en fait, c'est quoi nos valeurs? Alors, tout de suite, ce qui ressort, et ce qui est très vrai chez nous, c'est le collectif. On en parlait. L'audace. Alors, tu vois, souvent, alors nous, on a fait pas mal d'études avec les candidats. Tu vois, avec Counter, on a fait pas mal d'études quantitatives et qualitatives. Et on nous dit
ce que nous, on n'aime pas, je ne pointe pas du doigt dans Baker Tilly. Hein. Ce qu'on n'aime pas, c'est d'entendre ou d'écouter des valeurs qui sont juste écrites sur les murs, mais en fait, c'est du fake total. Ça veut dire quoi, l'audace, et comment ça se matérialise chez vous? C'est hyper important parce qu'en fait, on vient juste de l'écrire là. Ok. Et ça a toujours été, en nous, mais tu vois, on n'avait jamais posé les mots là-dessus. Ouais. Et d'un autre côté, je pense que c'est important de poser les mots. Parce que quand tu poses la question aux gens, bah ouais, mais c'est quoi chez nous? Ils vont tous à peu près dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Et c'est important à un moment donné d'avoir un lexique commun là-dessus. L'audace, on va prendre l'exemple de l'audace. Je pense que j'en suis un parfait exemple. C'est que, mais on le visualise ailleurs, on va prendre d'autres exemples. C'est que, je te dis, chez nous, il n'y a pas de limite. Tu as envie de faire ça? Mais vas-y. On a même des programmes dédiés à ça. C'est-à-dire qu'on a un programme Move qui te permet de se dire, je sais pas, tu es gestionnaire de paye, tu as envie de voir ce que c'est. On parlait de capital compétences sur l'ingénierie OPCO. Donc, il y a un lien, mais c'est quand même pas du tout le même métier. Hein. Tu passes de gestionnaire de paye à consultant sur les programmes de formation, sur l'accompagnement des collaborateurs, des salariés d'entreprise, sur des montées en compétences, tout le travail avec les OPCO qui vont après derrière. Là, on a un programme Move qui permet aux gens, pendant 1 à 2 semaines, je n'ai plus en tête, d'aller faire le métier avec les autres. Ok. Vas-y. Tu vas voir. Va essayer en fait. Tu vas le sentir, d'accord. Okay. C'est difficile en fait de se dire, bah ouais, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais si tu passes pas un peu de temps avec les gens, si tu mets pas un peu les mains dans le cambouis, tu prendras pas le risque en fait. Tu prendras pas le risque. Mais du coup, tu vois, alors je vais te laisser poursuivre, mais tout de suite ça me vient dans ma tête. Je reprends toujours notre étude quantitative et qualitative auprès de tous ces candidats. Ose, mais est-ce que tu as le droit de te tromper? C'est ça. Et ouais, c'est hyper important ça. Ça veut dire que vas-y. Mais sauf que si tu fais la boulette aussi, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. On peut pas être parfait. Ouais. D'où le move. C'est-à-dire que tu vas 10 jours, tu vois ce que c'est, et après tu reviens dans ton poste. Hein. Attention, tu reviens dans ton poste, et là après tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien faire ça. D'ailleurs, c'est pas parce que tu le fais qu'il y a un poste de dispo. Hein. Donc des fois, tu es obligé d'attendre un peu. Ouais, je vois. Et après, bah, au final, tu franchis le cap, ok. Bah, finalement, en fait, c'était pas ça. Bah, c'est pas grave. Reviens. Enfin, au contraire, c'est une personne qui a notre culture d'entreprise, qui est bien chez nous, qui, en plus, a l'ouverture d'esprit d'avoir été découvrir d'autres métiers, d'autres façons d'accompagner les clients. Donc, le fait d'oser, déjà, en fait, là le fait de... t'es dans ton train-train, entre guillemets, quotidien, et que t'acceptes d'aller voir autre chose. D'ailleurs, c'est plusieurs signaux. Ça montre aussi peut-être qu'un collaborateur, peut-être qu'il s'ennuie là où il est, et peut-être qu'il a envie de faire autre chose. Donc c'est bien parce que c'est un indicateur aussi pour l'équipe RH de se dire, bah tiens, peut-être c'est bizarre. Il y a un truc. Exactement. Ou alors on a vraiment, ou alors il a vraiment un appétit qu'on n'avait pas décelé ou senti. Et du coup, quoi qu'il en soit, ça donne du feedback aussi. Exactement. Pour la partie RH. Ouais. Ok. Tout à fait. On essaye de le suivre, mais en fait, il n'y a rien de tel qu'à un moment donné, les laisser aussi nous le dire autrement que dans un entretien annuel, machin. Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu t'ennuies? Tu t'aimerais découvrir quoi? Parce qu'on pose forcément ces questions-là. Mais en fait, t'es un instant T. Moi, ce qui est important, c'est que tout le monde sache que n'importe quand, tu peux dire, tiens, ça y est, là, peut-être que je m'ennuie, ou peut-être que j'ai envie de découvrir autre chose, ou autre. Bah, ok, j'y vais, quoi. Ok. Je fais la demande et j'y vais, quoi. Hyper clair. Entendu. Donc, c'est intéressant d'avoir posé ces valeurs et aussi d'y apporter des exemples concrets derrière. Et il y en a plein qui l'ont fait, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que tu disais, faut pas que ce soit que de l'écrit. Chez nous, ces parcours-là, ils ont été éprouvés, rééprouvés, des gens qui sont passés de l'un à l'autre. Puis, même sur les fonctions support chez nous, on a quelqu'un qui était à la DSI, qui est passé sur le conseil en protection sociale et salariale. Ah oui, d'accord. Et il s'éclate. Ok. Hyper intéressant. C'est là où, dans la structuration de ton équipe, tu vois, toi, tu as 40 personnes sous ta responsabilité chez Baker Tilly Digital. Comment tu l'as constituée, cette équipe? Elle ressemble à quoi? C'est de l'héritage, là. Ah oui. Là, c'est de l'héritage, parce qu'en fait, comme je t'expliquais,
on faisait déjà du digital auparavant, Ouais. sur l'intégration d'outils, sur la cybersécurité, sur les diagnostics PME, sur là, le dev, je viens de recruter. Mais en fait, j'avais déjà le SIRH, enfin bref, il y avait déjà des équipes. Là, l'objectif, c'est de dire, plutôt que chacun soit siloté, c'est certes, on répond à des offres différentes et à des clients différents, mais on est une seule équipe intégrée au groupe Baker Tilly. Donc, on doit penser Baker Tilly Digital, on doit penser Baker Tilly et on doit nourrir la vision commune de répondre aux besoins du client sur ces enjeux de transformation digitale. Ok. Et donc, ça, c'est un peu l'héritage. Et à moi, justement, là, de construire tout ça pour que la mayonnaise prenne. Hein. J'ai pris ces fonctions-là en début d'année. Donc là, on est en plein dedans. Et du coup, alors, là, on est en train de tourner cet épisode au mois d'octobre 2024. Donc là, ça fait 10 mois. Quand on t'a dit vas-y et que tu as pris les rênes, qu'est-ce que tu as découvert? Quel était ton plan d'action? Et qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Et aussi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en chemin? Parce que c'est pas tout de dire que tout se passe bien, mais quelles sont les difficultés aussi qu'on peut rencontrer? Ouais. Alors, la toute première difficulté, et la plus importante, mais c'est très personnel, c'est transmettre ses clients. Parce que du coup, j'exerçais en tant qu'expert comptable. Hein. J'avais un portefeuille qui était plein. Et là, toutes les relations que tu as construites avec tes clients, c'est un temps plein, hein, le truc. Donc, il m'a fallu du temps. Ah oui, alors ça, c'est intéressant de voir comment tu fais la passation et à qui. Ah ouais, c'est la même chose. Il faut trouver la bonne personne en fonction du client. C'est-à-dire que tu ne transmets pas tout à une seule personne. On a vraiment raisonné de tel client, il est sur telle activité, c'est telle typologie. Et puis surtout, ce client, il fonctionne comme ça. Donc, tu vois, il y a le feeling aussi. Le feeling, c'est hyper important. Donc, la meilleure personne, c'est Stéphanie, c'est Jennifer, c'est Fabien, et ainsi de suite. Il y a des clients, je savais qu'il n'y avait qu'une seule personne. Même si le gars, il était blindé, je lui ai dit non, ça peut être que toi, Nicolas. C'est vas-y, tu y vas parce que ce client-là, il ne fonctionnera qu'avec toi, je le sais. Et donc, ça a été hyper difficile. Il a fallu revoir tout. Et difficile émotionnellement, personnellement, de transmettre. Tu as construit une histoire. Il y a des clients que je suis depuis 2012, quoi. Ah oui, d'accord. Qui m'avaient suivi de Angers à Cholet. Tu as construit... Ils se sont montés en 2012. C'est dur, ça. Du coup... alors, je vais faire... Ça fait tout à fait écho à ce que je vis, moi, tout de suite, mais en tant que client de cabinet, où... j'ai eu plusieurs histoires avec mon cabinet comptable, puis j'ai eu plusieurs collabs, et là j'en ai un chef de mission, faut pas me l'enlever celui-là, tu vois. Ouais, c'est le... Tu vois, lui faut pas me l'enlever. Et là il commence à me dire, au fait, du coup, moi forcément comme j'évolue, je dois prendre des fonctions aussi qui sont différentes, et donc je dois déléguer et mettre une autre personne sur le dossier. Ouais. Et du coup pour moi ça me fait peur. Et donc j'imagine que tu as des clients qui ont eu peur. Donc, comment tu as fait, toi, pour les rassurer et pour justement leur dire t'inquiète pas, la passation, elle va bien se faire? Je l'ai pris le problème à l'envers. Ok. J'ai pris le problème à l'envers parce que moi, quand je suis arrivé sur le bureau de Cholet, en fait, j'ai commencé avec un tout petit portefeuille, mais qui m'a été transmis. Et en fait, quand on transmet un portefeuille, les gens, ils veulent surtout pas perdre l'ancien expert comptable, surtout que c'était le responsable de bureau qui est devenu président, c'était Thierry Croiset, donc c'était quand même pas rien, il fallait passer derrière lui. Et toi, tu arrives sur le dossier, tu as envie que d'une chose, c'est de faire oublier Thierry, d'amener ta touche et puis de faire en sorte que le client il soit super satisfait. Donc en fait, la personne qui reprend, elle a beaucoup à faire et à jouer là-dessus. Et c'est comme ça aussi que je l'ai expliqué à mes clients, c'est de dire, souviens-toi, quand moi j'ai pris le dossier, tu voulais pas de moi, tu voulais garder Thierry. Ah oui, d'accord, je vois. Donc là, fais-moi confiance. Tu sais que en plus tu crées une relation particulière, donc ils savent que je les connais bien. C'est la question de confiance. Hein. Fais-moi confiance. La personne qui va reprendre le dossier, c'est la bonne personne pour toi. Et en plus, elle apporte d'autres choses. Très rapidement, elle apporte d'autres choses, parce que le regard est différent. Mine de rien, quand ça fait 10 ans que tu suis le même dossier, tu t'apportes peut-être moins qu'un regard neuf aussi. Donc ça fait du bien là-dessus. J'essaye de les rassurer comme ça, sur un premier point. Puis ils sont contents pour moi aussi. Donc, c'est cool. J'imagine. On parle souvent du métier de
d'expert comptable en disant médecin de famille, conseil, accompagnement, copilote. Mais on parle aussi moins des dessous du métier en mode quelles sont les histoires un peu farfelues que tu as entendues avec des clients. Parce que là, je pense qu'ils se confient aussi à toi en racontant aussi leurs propres difficultés. Qu'est-ce que toi, tu as entendu aussi dans le cadre de ta carrière d'expert comptable quand tu accompagnes des clients? Et là, je parle pas de finance, de gestion, le truc et tout. Hein. Ouais, un peu de tout, hein. Mais en fait, en effet, t'as toutes les histoires, et notamment les histoires de famille, quoi. J'en ai deux. Ça a beaucoup influé aussi chez moi et puis dans ma manière de grandir aussi. C'est les conflits familiaux. Ça fait mal parce qu'en fait, t'as une famille qui se déchire sur des dossiers en plus un peu importants. Et là, t'es entre les deux, quoi. Et là, faut prendre parti. C'est pas facile. Alors ça, c'est pas que c'était farfelu, mais ça, c'est... Ouais, je comprends. Tu vas au-delà. En fait, là, tu as beaucoup de psychologique là-dessus qui rentre en jeu. Et là, c'est pas du bon psychologique. Après, ce qui est génial, c'est que quand t'es presque à la naissance de leurs enfants, t'es au mariage, t'es au divorce aussi. T'as des trucs assez fous. Et puis, quand ils vivent une expérience entrepreneuriale un peu hors norme, enfin, là, j'en ai une en tête, où... c'est un de mes clients, celui que je suis depuis 2012. C'est quand il a l'occasion de faire une expérience avec Cédric Villani, avec Alain Juillet, avec Pascal Nègre, que du gratin, forcément, il t'emmène là-dedans. C'est magique, quoi. C'est magique aussi de rentrer dans cet univers-là qui est complètement ouf, quoi. Ouais, je vois. Et c'est vrai que il faut aussi faire face à cette... Je pense que l'empathie est un vraiment super pouvoir dans ce métier. On pourrait avoir tendance à voir les gens comme des bilans, des comptes de résultats, et puis rester là-dessus. Comment tu fais aussi, toi, pour ne pas garder une certaine distance émotionnelle quand tu vois qu'il y a des familles qui se déchirent? Alors j'imagine que... je ne sais pas comment ça se passe, peut-être des questions d'héritage ou ce genre de choses. C'est quoi la posture que tu prends? Sachant que tu dois aussi défendre ton client. Ouais. Et tu dois aussi l'écouter l'autre. Donc tu ne peux pas non plus... faut que tu essayes de faire le bon intermédiaire, tu vois. Ouais. La posture, c'est de prendre toujours la posture et le parti pris de la société, de l'entreprise. En fait, je ne suis pas là pour toi ou toi. Moi, je suis là pour la boîte. L'entité morale, ouais. Et ouais. D'ailleurs, mon client, c'est pas vous. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Donc, si c'est bon pour l'entreprise, a fortiori, c'est bon pour vous. Et il ne faut pas déroger de ça. Il ne faut vraiment pas déroger de ça. On n'est pas Bien sûr, nos clients, il y a la personne physique, bien sûr, qui a de l'empathie, bien sûr qu'on va gérer tout ça. Mais il ne faut jamais s'enlever ça de la tête. Notre client, c'est la boîte et c'est partie prenante. Mais du coup, si on répond aux enjeux et à ce qu'il faut pour la boîte, en fait, on a réussi. On y arrive. Ok. Hyper clair. Tout à l'heure, tu disais que vous investissiez aussi beaucoup sur les jeunes. Ouais. Quand on écoute un peu les bruits de couloir, des fois on dit la jeunesse, elle ne veut plus travailler, ils n'ont plus envie, ils ont la flemme, c'est plus comme avant, etc. C'est quoi ta lecture à toi? Et c'est quoi votre lecture? Et aussi, c'est quoi votre manière, en tout cas, de séduire les bons jeunes pour votre entreprise? Ouais, je ne suis pas trop d'accord sur ils n'ont plus envie de travailler. Non, ils ont envie de travailler sur quelque chose qu'ils aiment. Ouais. C'est ça qui fait toute la différence. Ouais, la nuance, c'est ça. C'est que, ils sont peut-être pas prêts à, je te dirais, faire comme nous on a fait. De se dire, mais moi j'en ai chié au départ, j'ai fait de la saisie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça me plaisait pas trop. J'ai vite grandi, mais ça me plaisait pas trop. Eux, ils sont pas prêts à passer là-dessus. Et je te dirais bien, tant mieux, limite. Ils ont raison. Ils ont raison à partir du moment où ils se donnent les moyens de réussir derrière. Oui, exactement. Tout dans un juste équilibre, en fait. Dans un juste équilibre. Nous, comment on appréhende ça? C'est de dire, en fait, en même temps, un bac plus 4, un bac plus 5 qui arrive et qui fait de la saisie, ça n'a pas trop de sens non plus. Ça n'a plus de sens avec les outils qu'on a et machin. Donc nous, ils arrivent directement comme des chargés de mission juniors. Et on les accompagne. Ils ne font pas de saisie, ils ne font pas de tenue ou de data control. On les met directement en situation de. En situation de chargé de mission avec
soit en numéro 2 d'un chargement de mission principal, soit en numéro 1, mais accompagné directement. Donc il y a une montée en compétences et il y a tout un programme pour ça, RH qui a été monté là-dessus. Et on a les data controllers. Et là, c'est génial. On a réussi à créer des équipes qu'on n'avait pas avant, qui ont hyper faim aussi de travailler. C'est des profils qu'on n'arrivait pas à recruter avant. On voulait surtout des purs techniciens de la compta. Bah là, avec les outils et l'écosystème d'outils qu'on peut avoir aujourd'hui, la digitalisation, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un bac+4 de compta pour faire de la tenue comptable, quoi. Donc, on a ouvert le champ des possibles et on s'est retrouvé avec des gens qui privilégiaient avant l'entreprise, mais qui au final qui sont trop contents de revenir chez nous, dans les cabinets. Et là, quelle réussite de se dire, ça y est, on arrive à recruter des gens qui avant allaient en entreprise parce que le cabinet faisait peur, et là se retrouvent chez nous sur des tâches assez diversifiées de data control. Donc, tu viens vérifier ce que la machine a fait, contrôler, remettre les bonnes datas, avoir un contact client quand même là-dessus, et puis tu vois bien que les tâches, elles vont s'élargir aussi sur ces sujets-là d'externalisation administrative, quoi. Et là, c'est top aussi parce qu'on va toucher d'autres personnes, des jeunes et des reconversions, ou des gens qui étaient en entreprise. Et pareil, la richesse de la diversité des profils, tu grandis. Trop chouette, trop bien. Je pense que c'est ce signal faible que tu mentionnes à l'instant T, où il y avait quand même une concurrence entre le monde de l'entreprise et le monde du cabinet, que forcément les gens ils partaient en entreprise parce que c'est plus cool, c'est plus tranquille, c'est plus... du coup, si des personnes sont de l'entreprise et vont en cabinet, c'est que si on arrive à créer ce pan inverse par rapport à une évolution un peu traditionnelle, je pense que c'est hyper important et je crois que les cabinets qui peuvent vraiment bien réussir aussi dans le monde à venir, c'est aussi d'apporter beaucoup de couleurs et de possibilités. Ouais, c'est ça. Tout en préservant l'équilibre professionnel, émotionnel et psychologique de chaque individu. Et donc, du coup, en fait, c'est tellement mieux de travailler en cabinet qu'en entreprise à ce niveau-là, tu vois. C'est exactement ça. Et puis, ces personnes-là, elles sont trop contentes de venir chez nous parce qu'elles ont cet équilibre, elles avaient peur des horaires, de la masse de travail. Et en fait, le fait qu'on ait mis tout un programme d'accompagnement, et puis c'est bien cadré, on a des fiches de poste claires, mais en plus, il y a de la diversité, quoi. C'est pas routinier, quoi. Mine de rien, il y a tous les clients dont on s'occupe, et ça, tu vois pas juste comme en entreprise, le poste client ou la compta gênée, pas de débat d'une boîte, mais c'est toujours la même, quoi. Là, tu as cette richesse-là. Et tu as la richesse aussi de te dire, mais en fait, moi, data control, c'était super, mais j'ai envie de faire autre chose. Et là, le champ des possibles, il est ouvert, quoi. Ouais, je vois. Toi, l'arrivée de la facture électronique, est-ce que ça vous fait peur ? Oui et non. En totale honnêteté, oui et non. Non, au contraire, c'est une super opportunité. On attend que ça. On attend que ça. Ça va permettre de vraiment structurer, ça va permettre d'accélérer sur la digitalisation. Enfin, il n'y a pas de débat. C'est tout bénef pour les entreprises, c'est tout bénef pour les cabinets. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'arriver à embarquer tout le monde à temps. Suffisamment vite, en fait. Ouais. Parce que c'est rapide. Oh. L'avènement, il est pour bientôt. Même si j'aurais préféré que ce soit avant, qu'on n'ait pas reculé, mais du coup, les gens et nos clients, la société française, elle est encore attentiste là-dessus. Alors que si tu attends septembre 26, le game il sera plié, quoi. Et en fait, tu vas subir la chose, et du coup, tu ne seras pas dans l'optimisation des process et dans les bénéfices de la digitalisation, de la facturation électronique. Tu vas subir le truc, et donc tu vas prendre les premiers trucs, mais tu ne vas pas optimiser. Alors que si tu t'y prends bien en amont, et le bien en amont, c'est maintenant. Au final, tu vas être dans l'optimisation des process, tu vas être dans les bénéfices, tu vas être avant les autres, tu vas gagner. Tu disais ça, exactement. Tu vas gagner. Tu sais, je disais à quelqu'un au congrès, c'est comme... là, j'ai la sensation que dans l'expertise comptable, c'est le réchauffement climatique, mais tant que le feu n'est pas dans le jardin, du coup, tu t'en préoccupes pas trop, quoi. Grave. et donc, je vois, c'est un peu comme ça que je vois la facture électronique, tu vois. J'ai l'impression qu'on attend d'être au pied du mur. Alors, nous, on essaye de notre côté d'emmener l'écolab
et les clients, mais c'est tout le sujet d'acculturation dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est un vrai travail en fait. Là, je pense que là, c'est un peu avoir raison un peu trop tôt, entre guillemets, mais en fait, la raison, elle est tellement justifiée parce que quand tu vois les possibilités, j'imagine que ceux qui sont hyper tech-friendly, ou franchement, moi, je vois faire de la compta pour 3 sociétés, franchement, J+5, c'est fini. Moi, j'envoie tout dans l'outil de manière automatisée. Je sais comment il travaille, le cabinet, donc même lui, je lui facilite son travail comme je sais pas quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, après, tu as tes données, après, tu prends tes bonnes décisions, quoi. C'est exactement ça. Et donc, tu sécurises ta boîte, et puis après, toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas aller nourrir ton rêve d'entrepreneur. Tu vois ? Tu peux te concentrer sur ton rêve d'entrepreneur, sur les vrais objectifs et ton vrai job d'entrepreneur, quoi. Ouais, c'est clair. T'es plus en mode... si t'as la bonne stack et les bons outils pour bien avancer, du coup, tu peux aller accomplir ton rêve et pas subir ton entreprise. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui idéalisent ce monde de l'entrepreneuriat. Oh, c'est génial, je vais être libre. Non, on n'est pas libre du tout. Tu fais pas ce que tu veux. Non, puis tu fais tous les métiers, t'es stagiaire, DRH, DAF. Exactement. T'es tout ça, quoi. Exactement. Donc moi, j'aime souvent le dire à des gens. Je dis, la comptabilité, la gestion, c'est être accompagné par des bonnes personnes. Des fois, ça coûte pas forcément si cher que ça. Non. Le bénéfice d'être bien accompagné, ça peut rapporter beaucoup. Et en tout cas, si ta boîte ne marche pas, ce sera pas à cause de la mauvaise gestion financière. C'est parce que ton produit, ta valeur, ça marchait pas ou je sais pas quoi. Mais la gestion financière, franchement, ça fait peur, mais en fait, c'est pas si dramatique que ça, quoi. Mais c'est ça. Et nous, notre job, c'est ça. C'est d'apporter ce conseil, cette proximité, ce côté copilote, et avec la bonne stack qui va derrière, pour faire en sorte que tout ça, ce soit d'une fluidité qui fait que le chef d'entreprise, les services de l'entreprise, ils peuvent se concentrer sur leur vrai job et sur ce qui apporte de la valeur ajoutée, quoi. Parfait, Emilien. On arrive déjà quasiment à la fin de cet épisode et cette discussion qui était très intéressante pour moi. Je trouve qu'il fait réaliser ce podcast avec toi. Plaisir. J'aurais encore quelques petites questions. Ouais. Emilien, comment tu fais pour progresser, toi ? Parce que tu viens de la technique, ouais. Tu t'es acculturé au digital, tu as employé le mot valeur, culture, management. Ouais. Comment tu as fait aussi pour progresser tout au long de ta carrière ? Le premier sujet, il faut sortir. Mais clairement, il faut sortir. J'ai eu cette chance-là d'intégrer rapidement des réseaux. Le tout premier que j'ai fait, la Jeune Chambre économique, mais franchement, je le conseille à tous les jeunes. C'est un super mouvement où tu t'investis. C'est rien à voir avec notre métier à nous, mais en fait, ça te fait grandir. Tu fais des rencontres. Faut sortir. Faut aller au congrès. Faut sortir. Faut aller dans des réseaux. Faut sortir. Faut être curieux. Ça, c'est le premier point. Curiosité. Après, la curiosité, c'est donc diversité d'échanges. Faut se mettre dans des projets. Et puis le troisième point, faut aller chercher les infos, quoi. Donc ça va pas tomber tout seul, hein. Il faut s'intéresser, il faut aller chercher l'info, et puis pas hésiter à aller solliciter les gens, demander de l'aide, ouais, aussi. Ouais, c'est important, on ne dit pas assez ça. Avoir cette humilité aussi de... Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que la vie ou quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie t'a apporté un conseil qui aussi a profondément changé ta façon de voir le monde, qu'il soit professionnel ou personnel ? Est-ce qu'il y a une rencontre ou quelque chose qui t'a vraiment marqué que tu pourrais partager à nos auditeurs ? Ouais, je pense forcément à mon père, hein, déjà. Ouais. Ça, on le dédicace au maximum, le papa. Je pense forcément à mon père qui m'a vraiment apporté cette culture. On disait, mais il a toujours répété... c'est des phrases, d'ailleurs je les ai utilisées ici, hein, mais c'est ces phrases de moi je suis pas expert en comptabilité, je suis expert conseil. Donc, ce côté conseil, c'est pas ce que ça coûte qu'il faut regarder, c'est ce que ça rapporte. Tout ça, c'est tellement ancré en lui qui me l'a dédicacé, qui me l'a inculqué, pardon. Après, quand je suis arrivé sur Angers, j'ai eu la chance de travailler énormément avec Samuel Ronflet, et qui est devenu président maintenant, mais qui m'a tout de suite mis en situation. Et là, j'avais toujours, entre guillemets, mon parachute avec moi. Et ça a été très fort. Et il m'a toujours dit, Emilien, le talent n'attend pas l'âge, vas-y. Et franchement, cette phrase-là, elle est restée ancrée.
dans ma tête. Et pareil, hein, pour tous les jeunes qui ont besoin de se lancer, le talent n'attend pas l'âge. Allez-y, il faut oser, quoi. Au pire, tu tombes, bah, c'est pas grave, on est jeunes, on va y arriver. Parfait. Écoute, j'aime beaucoup cette citation de fin, en tout cas. Merci beaucoup, mon cher Emilien, d'avoir participé à cette discussion. Je mettrai ton profil LinkedIn en bas de cette description de cet épisode, ou peu importe où est-ce que vous êtes, podcast, YouTube, etc. Et puis, merci. Bah, merci beaucoup, Nicolas. C'était un super échange. Génial. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et ce podcast. Si ça vous a fait kiffer autant que moi j'ai pris un plaisir à le réaliser, eh bien n'hésitez pas à faire péter la barre des likes parce que ça me donne de la force et ça permet aussi d'aller chercher des invités toujours plus inspirants. Si on fait décoller le format, eh bien ce sera toujours aussi plus fort pour vous apporter de la valeur et des histoires concrètes issues du terrain. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!